Bonjour à tous et heureuse de vous retrouver dans ce nouveau numéro du Refresh. Comme d'habitude, nous allons parler des tendances qui font bouger le continent africain. Dans l'actualité aujourd'hui, nous allons parler du Sénégal, d'abord avec les tensions au sommet de l'État. Pour en revenir à la situation sécuritaire au Mali, nous allons également parler de la condamnation à perpétuité de Rached Ghannouchi en Tunisie et terminer bien évidemment avec notre invité du jour pour la première partie avec le directeur exécutif de l'ex-Africa, M. Eliman Kane. Et c'est un grand plaisir de vous retrouver sur le plateau. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie et c'est un bonheur pour moi également d'être à ce plateau. Bonjour Ibé. Bonjour Amina. La fête s'est bien passée? Très bien, tu ne m'as pas vu. Oui. C'est vrai que tu es tout pimpant. Diagne. Bonjour Amina. Un grand plaisir comme d'habitude. Plaisir partagé. La charmante Huilée. Bonjour. Ça va? Bien et toi? Ça va. Cool. Radieuse comme d'habitude. Et on commence avec une grande fraîcheur. C'est maintenant pour le développement. Bonjour à tous et bienvenue dans ce numéro du Refresh. Avant tout, nous allons commencer avec ce micro-trottoir sur l'actualité au Sénégal. Ce choc-là était inévitable, c'était inéluctable. Parce que Ousmane Sonko, moi je dis que le poste de Premier ministre était très peu pour lui. Pour quelqu'un qui a porté donc, le projet du PASTEF, qui est l'âme du PASTEF, qui incarne l'idéologie du PASTEF. Et je voyais mal que cette personne-là soit Premier ministre, alors que celui qu'il a pointé pour qu'il soit président de la République soit son chef, si j'ose m'exprimer de la sorte. Donc il fallait s'attendre à ce choc, à cette dualité et donc à cette rupture. Je pense pour le Sénégal, en tout cas, c'est dommage que ces deux personnes puissent arriver à se séparer de cette façon assez brutale. Mais l'essentiel, c'est qu'il faudrait que ce nouveau gouvernement essaie de tout faire pour que cette séparation, pour que ces désaccords n'aient pas de répercussions dans le quotidien des Sénégalais. Les Sénégalais vont en pâtir. Vous savez pourquoi? Parce que dès qu'on a voté pour le PASTEF, 54% des Sénégalais avaient voté pour le projet que PASTEF nous avait vendu. C'est pour ça qu'on avait voté. On avait cru à ce projet. Maintenant qu'il y a eu un désaccord entre Ousmane Sonko, ex-premier ministre, et le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, M. Ousmane Sonko qui est maintenant président de l'Assemblée nationale, avec une majorité parlementaire et en même temps l'opposition, parce qu'en ces moments-là, Ousmane Sonko est l'opposant direct de Bassirou Diomaye Faye. Ça se sent direct lorsqu'on a entendu les différents discours entre Diomaye hier, lors du centenaire d'Abdoulaye Wade, et le discours qu'avait fait Ousmane Sonko après sa rupture, après être démis de ses fonctions au niveau de la primature. Il y a un désaccord et ce désaccord, les Sénégalais vont en pâtir. Autant de divergences pour deux hommes qui avaient un projet commun, une vision commune. Donc, ce qui est normal, ce qui est logique, ce qui est cohérent, c'est qu'ils se séparent. Maintenant, l'un a le pouvoir législatif, que Ousmane Sonko, donc aujourd'hui qui a la majorité de l'Assemblée nationale. Donc, on peut s'attendre à une motion de censure, puisqu'il y a des divergences et les lendemains, si Bassirou Diomaye Faye décide de faire ces questions-là, donc de concrétiser un peu, par exemple, la restructuration, on peut aller vers une motion de censure. Mais pour le moment, on n'en est pas là, mais on est dans les lendemains un peu incertains dans la sphère politique sénégalaise. Ce micro-trottoir du côté de la régie. Alors, Willy, la rupture semble actée du côté des deux hommes forts du PASTEF. Effectivement, c'est ce qu'en tout cas nous disent tous les médias, que ce soit ici au Sénégal et un peu ailleurs, comme on le voit d'ailleurs ici. On nous parle bien vrai de rupture entre le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye et son ancien Premier ministre Ousmane Sonko. En effet, il faut rappeler que le chef de l'État a nommé dernièrement une nouvelle équipe gouvernementale de 30 membres, quelques jours juste après avoir limogé son ancien Premier ministre Ousmane Sonko. Et de son côté, Ousmane Sonko, qui a été récemment élu président de l'Assemblée nationale du Sénégal, affirme qu'il ne va pas utiliser cette fonction pour provoquer un chaos institutionnel, mais quand même il prévient que le Parlement ne sera pas une simple chambre d'enregistrement et qu'il va exercer pleinement son rôle de contre-pouvoir. Alors Diagne, que peut-on retenir de manière plus globale de cette affaire?
On peut retenir qu'une situation qui n'honore pas le Sénégal, mais aussi un clash auquel tout le monde s'attendait. Aujourd'hui, tous les analystes, tous les experts qui ont les yeux et œils rivés, on a vu la une de l'Humanité, c'est toute la presse étrangère et internationale qui parle du Sénégal actuellement. Ce qui me fait un peu mal, c'est qu'au Sénégal, on parle de maturité démocratique, de géopolitique, alors que le pays est en train de perdre du temps sur des choses sur lesquelles la majorité des Sénégalais n'ont pas voté pour ça, malheureusement. Et c'est vrai que ce n'est pas de coutume, mais on va faire un peu parler notre invité, vu qu'aujourd'hui, nous allons parler justement de gouvernance et de sécurité avec votre organisation. Que pensez-vous de tout ça, avec ce duel au sommet de l'État sénégalais? C'est un duel qui n'était pas attendu, parce que je pense qu'effectivement, comme l'a rappelé M. Diagne, quand les Sénégalais votaient massivement en 2024, c'était pour véritablement aspirer à des véritables changements par rapport à la situation difficile dans laquelle vivaient les Sénégalais avec l'ancien régime sortant. Et donc, se retrouver même pas 2 ans après dans des luttes de pouvoir, c'est très regrettable. Parce qu'en même temps, cette situation renvoie à une certaine précarité économique, mais aussi à des difficultés sociales dans ce pays. Et l'attente des populations était dans le sens de soulager leurs conditions, mais également de les remettre en perspective sur une vision qui va faire renaître l'espoir, surtout la grande frange de notre société qui est composée de ces jeunes-là qui sont les principaux soutiens de ce nouveau régime. Et là, on passe directement à la Somalie avec les tensions sécuritaires également. Avant la Somalie, partons d'abord en Tunisie actuellement, où on parle de cette condamnation de cette figure de l'opposition qui s'appelle Rachid Ghannouchi, qui a été condamné à la vie, du point à prison à la vie. Et rappelons qu'il est âgé de 84 ans. Il a été incarcéré depuis 2023. Il était poursuivi dans une affaire liée à un supposé appareil sécuritaire secret au service de son parti. Alors, il y a d'autres responsables de Narda, qui est son parti également, qui ont été condamnés à de lourdes peines de prison, dont l'ancien Premier ministre Ali Larayed, qui a été, lui, condamné à 42 ans de prison. Oui, et comme on le disait tantôt en Somalie, avec une nouvelle attaque à Mogadiscio. Effectivement, là, on nous parle de calme précaire. Mais avant le calme, il y avait bien quand même des heures d'intenses combats à Somalie, plus précisément dans la capitale, où, par exemple, il s'est déroulé de violents combats qui ont éclaté dans la nuit du 3 au 4 juin dans la capitale à Mogadiscio, après plusieurs semaines quand même de tensions entre le gouvernement et l'opposition. Les forces gouvernementales ont affronté des groupes armés qui ont été proches de l'opposition dernièrement, notamment autour des résidences de l'ancien président que l'on connaît, Sharif Cheikh Ahmad, mais également de l'ancien Premier ministre Hassan Al-Khair, et le gouvernement qui accuse Hassan Al-Khair de tentative de coup d'État, tandis que lui, il affirme avoir été visé par les forces de sécurité. Et pour fermer ce tour d'actualité, on parle également de Washington qui envisage de réduire davantage les délivrances de visas pour plusieurs pays africains. Effectivement, comme on le voit ici avec Donald Trump, selon une note interne révélée par l'agence AP, l'administration du président Donald Trump souhaite passer d'une 50aine de représentations diplomatiques à seulement une 20aine sur tout le continent africain. Des villes par contre comme Dakar, Abidjan, Nairobi ou encore Kinshasa resteraient habilités à traiter les demandes de visa. Par contre, plusieurs pays, comme par exemple certains pays africains, verront maintenant, désormais, se verront voyager pour pouvoir obtenir le visa américain dans un autre pays. C'est cette décision qui a été prise dernièrement par Washington. Et selon les informations que nous avons, c'est juste pour lutter contre l'immigration irrégulière et limiter l'accès des déplacements de durée de séjour sur le territoire américain. Rappelons qu'Aminata, on prépare la Coupe du Monde. Donc, bien sûr, beaucoup de personnes aimeraient bien y participer. Merci Willy pour ces précisions. Cela nous mène tout droit vers le Burkina Faso où l'arrestation de l'imam Kindo suscite beaucoup de réactions. Je vous propose de suivre l'élément de notre correspondant.
L'arrestation de l'imam Mohamed Ishaq Kindo continue de susciter de nombreuses réactions. Figure influente du mouvement sunnite burkinabé, le prédicateur a été interpellé le 26 mai à Ouagadougou par des membres des forces de sécurité. À ce jour, les autorités n'ont pas communiqué officiellement sur les motifs exacts de son arrestation. Selon plusieurs médias et organisations religieuses, cette interpellation est intervenue quelques jours après la diffusion d'un prêche dans lequel l'imam critiquait un projet de loi du gouvernement visant à encadrer davantage l'exercice des libertés religieuses. Le texte prévoit notamment des restrictions concernant l'utilisation de certains espaces publics pour les activités cultuelles. L'affaire a provoqué une vive émotion au sein d'une partie de la communauté musulmane. Des rassemblements ont été signalés à Ouagadougou pour demander des explications sur son sort et réclamer sa libération. Face aux tensions, les autorités ont procédé à plusieurs interpellations et fermé temporairement la grande mosquée sunnite de la capitale pour des raisons de maintien de l'ordre. De leur côté, la Fédération des associations islamiques du Burkina et le mouvement sunnite ont appelé les fidèles au calme, à la retenue et au respect des institutions. Les deux organisations affirment avoir engagé des discussions avec les autorités afin d'obtenir davantage d'informations et de rechercher une issue favorable. Cette affaire intervient dans un contexte politique marqué par un contrôle accru de l'espace public par les autorités de transition dirigées par le capitaine Ibrahim Traoré. Plusieurs observateurs y voient un nouvel épisode des tensions entre le pouvoir et certaines voix influentes de la société burkinabé. Merci à la régie pour cet élément. Alors, M. Kane, le Burkina Faso est déjà marqué par de nombreuses tensions. Naturellement, ça se passe ainsi, parce que la situation étant une situation compliquée sur le plan sécuritaire, avec un régime militaire en place qui veille comme sur de l'huile sur le feu. Donc, toutes les exactions, même tous les mouvements sont contrôlés. Et effectivement, dans cette crise-là, il y a les liens qui se font entre les groupes terroristes et quelque part aussi les organisations religieuses, et ce qui a des conséquences sur l'espace civique de façon générale et également les mouvements des Burkinabés. Donc c'est une situation de crise. La solution, elle doit être une solution de fond, c'est-à-dire il faut aider le Burkina à sortir de cette crise et de cette rupture constitutionnelle qui met en place un régime militaire qui forcément pour donc se maintenir au pouvoir veille comme de l'huile sur le feu et ne paraissait aucune forme de soupçon possible dans les activités des différents groupes, notamment les groupes religieux qui sont souvent affiliés à tort, peut-être ou à raison, je ne sais pas, à des exactions terroristes. Alors, M. Kane, vous êtes justement notre invité du jour et nous allons parler de gouvernance et de stabilité en Afrique. Justement, dans vos interventions, vous plaidez régulièrement pour une gouvernance apaisée et responsable. Si on prend le cas actuel du Sénégal, on parle beaucoup de tensions institutionnelles. Quels sont selon vous les facteurs susceptibles de fragiliser la stabilité du Sénégal? Oui, le facteur majeur aujourd'hui, il est politique. Pour ne pas dire il est politicien. Et ça en fond, hein. Le fond, c'est l'organisation du système politique au Sénégal, avec une prééminence de la logique partisane sur la logique citoyenne. C'est ce qui fait que, donc, rapidement, nous sommes envahis par les luttes de pouvoir. Et comme ce que nous sommes en train de vivre en ce moment dans ce pays, j'ai l'habitude de le dire, hein, le citoyen sénégalais, il est mature et beaucoup plus mature d'ailleurs que l'acteur politique. Mais malheureusement, le citoyen sénégalais, il n'a qu'un seul moment pour décider. C'est le jour de l'élection. Entre les élections, l'espace est laissé aux politiciens qui, en réalité, au lieu de poursuivre les aspirations des citoyens et de les transformer en des réponses pour également satisfaire leurs besoins, privilégient malheureusement, comme j'ai dit tout à l'heure, les luttes de pouvoir. Voyez-vous, ils sont à peine élus et ils pensent à qui va être candidat en 2029. Donc c'est cette logique politicienne-là qui est le fond du problème sénégalais et qui sape notre démocratie et qui piétine même les acquis démocratiques construits par des luttes citoyennes qui datent de longtemps.
Parce qu'aujourd'hui, je l'avais dit, le contexte dans lequel est le Sénégal ne préside pas de la politique politicienne. Il y a des priorités ailleurs. Absolument. Et c'est peut-être un appel qu'on peut faire au président de la République, parce qu'aujourd'hui, le citoyen ne peut s'adresser qu'au président de la République, c'est celui qui est élu. À lui qu'on a donné tous les pouvoirs également pour définir une politique et la faire appliquer par un gouvernement. On a vu qu'il y a eu des problèmes avec son gouvernement, le chef du gouvernement en tant que tel, qui sont en train de résoudre. Et donc aujourd'hui, je pense que c'est une page qu'il faut tourner au niveau de l'exécutif, même si ça ne va pas être facile, parce qu'il y a aussi un pouvoir législatif assez fort qui se met devant, et ça c'est inédit au Sénégal, c'est quelque chose qui n'existait pas. Et donc, mais je pense que le président a toujours les rênes du pouvoir et il doit pouvoir les utiliser en évitant lui d'entrer dans le jeu politicien. La situation elle est quand même inédite parce que c'est la première fois au Sénégal que la formation qui arrive au pouvoir pour la formation d'un gouvernement, quelle histoire, vraiment absente parce que le président du PASTEF l'a dit au début, les consultations n'ont pas été faites avec le parti PASTEF pour une proposition de profil comme vous le dites. Cela ne peut-il pas amener un problème au niveau de la gouvernance sur le long terme? Oui, il y a des risques. Il y a des risques, mais ces risques dépendent, encore une fois, de la perspective. C'est vrai, on est dans une cohabitation maintenant, parce que la séparation est actée entre le président lui-même, même s'il dit qu'il est toujours dans le parti au pouvoir, mais qui n'est plus en phase avec le parti, parce que le président du parti, qui fut son premier ministre, a fait une déclaration publique pour dire que nous ne sommes pas dans l'action gouvernementale et nous retrouvons au niveau de l'Assemblée nationale. Donc il y a une situation de cohabitation entre Est-ce que la volonté populaire, la volonté populaire qui a élu le président de la République, est-ce qu'il n'y a pas un problème de légitimité qui se pose? Parce que le président a été élu sous la bannière d'une coalition, d'un parti, et qui se retrouve aujourd'hui non membre d'un gouvernement. Oui, vous avez dit, mais c'est le président qui est élu. À partir de là, la légitimité populaire, elle est incarnée par le président. Parce que nous sommes dans une république où on dit c'est le principe du pouvoir du peuple par le peuple, pour le peuple, mais le peuple est représenté à travers effectivement les élections qui choisissent. Donc il y a eu l'élection qui a élu un président. Il est totalement légitime. Ensuite, il y a eu les élections législatives qui ont élu un parlement majoritairement composé de députés de PASTEF. Ça, c'est clair aussi. Et donc, il y a une double légitimité. Une légitimité au suffrage universel direct et une autre aussi au suffrage universel direct, voyez-vous. Et donc, ce sont ces deux pouvoirs justement aujourd'hui qui se confrontent, qui se font face à face, parce que malheureusement, il y a eu ce qui s'est passé, c'est-à-dire que le groupe qui avait élu le président a éclaté, mais le président a été élu par quand même une coalition. Contrairement à la majorité à l'Assemblée, où c'est effectivement un parti, PASTEF, qui a pris la majorité des sièges et qui aujourd'hui donc impose l'opposition parlementaire face à celui qui fut son candidat également. Donc cette complexité, nous la comprenons parce que nous sommes témoins des faits et nous savons ce qui s'est passé. Donc maintenant, le fait étant là, c'est évident que c'est une situation, mais qui peut être aussi intéressante dans la marche démocratique du pays. Parce que sur le plan analytique, il y a beaucoup d'intérêt. Parce que c'est une situation qui, pour moi, peut nous faire avancer. Sur le plan de la construction démocratique, sur le plan de la fortification de nos institutions et de l'équilibre des pouvoirs. Tout dépendra maintenant des attitudes des uns et des autres les mois à venir. Voyez-vous, est-ce qu'il y aura une confrontation corsée qui risque de créer effectivement une crise institutionnelle et donc de fragiliser davantage l'efficacité gouvernementale, ou bien est-ce qu'ils ont trouvé un terrain d'entente pour négocier, pour collaborer, mais pour que aussi les aspirations de la majorité parlementaire puissent être prises en compte dans la façon de mettre en place les politiques publiques. Ce qui n'est pas évident. Pourquoi? Parce que les différences constatées entre le président de la République et le Premier ministre, qui ont même conduit à cette situation, les causes de ces différences sont encore là. Et la cause principale, c'est la gestion de la dette. Exactement.
c'est la gestion de la dette. Et celle-là, je pense, a beaucoup influencé d'ailleurs sur ce qui s'est passé récemment. Voyez-vous? Et donc là, on a constaté clairement que le président et son premier ministre ne sont pas sur la même longueur d'onde. Quand le président, effectivement, faisant face à des impératifs de gestion des affaires publiques, lui, il a besoin d'élargir ses marges de manœuvre pour pouvoir faire fonctionner, faire des investissements, etc., pour satisfaire aux besoins des populations. Donc, il a besoin de solutions urgentes. Voyez-vous? Et ces solutions urgentes-là, ce sont, excusez-moi de le dire comme ça, mais c'est vrai, ce sont les plus faciles. Les plus faciles, c'est quoi? C'est-à-dire qu'il faut que je discute avec mes partenaires traditionnels, FMI, autres, etc. Il faut que je débloque, il faut qu'on ait un programme, parce que ça te permet aussi d'ouvrir d'autres possibilités d'endettement concessionnel. Donc, le système Ponzi dans lequel nous sommes, c'est-à-dire que le fait d'être obligé de s'endetter pour rembourser les dettes qui existent, donc ça te permettra au moins de le faire à des taux moyens, et les taux moyens te permettront d'avoir une marge, mais une petite marge. Mais ça a d'autres implications. Les implications, c'est que finalement, également, à partir de ce moment, le Sénégal perd l'initiative de la planification économique. C'est ce qu'on appelle les injections et directives des FMI, etc., qu'une restructuration va imposer. Donc, ce n'est pas une solution durable, mais ça permet de souffler. Alors que donc, la posture du président de l'Assemblée nationale aujourd'hui, en attendant de voir comment le Conseil constitutionnel va réagir sur les requêtes qui ont été faites, mais en tout cas, en attendant ça, sa posture est autre. Sa posture est de ne pas aller vers une restructuration, mais sa posture est elle même d'aller vers des mécanismes de souveraineté pour gérer donc le financement de notre développement. Ce qui ne peut pas se faire très systématiquement, parce que pour aller vers ces mécanismes de souveraineté, il faut des préalables sur lesquels nous n'avons pas encore travaillé. Par exemple, surtout, il faut une monnaie, il faut une banque centrale qui puisse te permettre véritablement d'utiliser la création monétaire pour financer le développement. Mais dans cette situation aussi, il faut se donner les moyens de rembourser cette dette. Une dernière question. Quelles pourraient être selon vous les perspectives? Peut-on s'attendre à une entente entre les deux hommes? Je pense que les perspectives, c'est une opacité. On ne peut pas le dire, on ne peut pas faire de la météo, mais ça dépendra de la grandeur des acteurs politiques qui sont en jeu. Alors, mais ce qu'on a vu n'est pas rassurant, parce que les sorties qu'on a vues avec des dialogues au bas de pâquerettes, très personnalisés, ça c'est décevant. Donc on attend un peu plus de hauteur de la part des protagonistes, je veux dire ainsi de le terme, mais également on attend beaucoup plus d'auteur également de la part surtout du président lui-même de la République qui, comme je l'ai dit tantôt, a intérêt à utiliser tous les canaux possibles pour assurer une stabilité, donc peut-être donner des garanties à sa nouvelle opposition parlementaire, qui est sa propre famille, mais également à pouvoir mobiliser d'autres franges de la société autour de lui pour faire face aux défis. Les 6 mois à venir, disons 6 mois, d'ici à décembre, parce que ce que la Constitution permet, par exemple, si le président est dans des blocages, pour le moment, il ne peut pas dissoudre l'Assemblée nationale. Il faut qu'il attende jusqu'en décembre. Mais son gouvernement peut faire face à des motions de censure. Donc c'est le Parlement qui a beaucoup de pouvoir aujourd'hui, en ce moment, et qui peut l'appliquer pour bloquer. Maintenant, le président a d'autres mesures que la Constitution lui permet, c'est-à-dire il peut constater le blocage institutionnel et évoquer, je crois, c'est l'article 52, pour pouvoir dire que voilà, il va maintenant gérer en se donnant une réhabilitation des pouvoirs, comme ce que Macky Sall avait fait à l'époque du Covid, par exemple, pour gérer par ordonnance et autres, etc. Mais ça, ce n'est pas donc ce qui est souhaitable. Ce que je pense qu'il y a un appel quelque part depuis de l'ancien Premier ministre, le nouveau président de l'Assemblée, pour dire qu'il ne souhaite pas bloquer les institutions, mais en même temps, c'est enrôlé de menaces. Et pour moi, c'est une porte ouverte à des formes de négociations qui peuvent exister entre le président et l'Assemblée nationale. Il faut la refondation de notre système politique. Il faut qu'on donne plus de pouvoir aux citoyens à décider entre 2 élections, pas seulement pendant les moments des élections. Il faut donc des mécanismes de consultation directe des populations sur des questions stratégiques, comme la dette par exemple. On doit pouvoir consulter les Sénégalais, qu'est-ce que vous en pensez?
et qu'ils disent exactement et que leurs décisions soient appliquées. Voyez-vous, il faut d'autres mécanismes pour permettre aux citoyens de pouvoir toucher le Conseil constitutionnel ou bien la Cour constitutionnelle qui va se mettre en place, ou bien l'Assemblée, et lui imposer, par exemple, de faire un audit de la dette ou bien une commission d'enquête de la dette. Il suffit d'avoir un nombre de Sénégalais pour imposer cela à l'Assemblée. Donc il faut des mécanismes comme ça pour donner plus de pouvoir aux citoyens et ne pas laisser seulement tout le pouvoir aux acteurs politiques. Là, nous allons parler avec IB, dans le trait, bien sûr, des 100 ans de l'ex-président sénégalais Abdoulaye Wade. Abdoulaye Wade, en effet, le Sénégal a fêté en grande pompe ce centenaire de l'ancien président, troisième président de la République du Sénégal, Maître Abdoulaye Wade. C'était au Grand Théâtre, sous la présidence du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, avec aussi la présence de sa fille, qui n'était plus apparue publiquement au Sénégal depuis 2012, Sindiély Wade. Alors aujourd'hui, on va parler de Wade et de la démocratie. On en a parlé tout à l'heure. Wade qui a œuvré pour la démocratie pendant presque toute son existence. Alors pour comprendre Wade, il faut remonter à l'opposant, pas au président, l'opposant et l'avocat. Parce que c'est là où se construit le personnage. En 1974, dans un Sénégal politiquement verrouillé, Wade fonde le Parti démocratique sénégalais. À une époque où beaucoup d'opposants africains choisissent la lutte armée ou bien les exils, lui, il a choisi le droit, il a choisi les tribunaux, il a choisi les urnes. Et ce n'est pas qu'une posture, c'est une conviction qu'il a portée jusque dans sa robe d'avocat. L'affaire Serigne Moustapha Sy en est la parfaite illustration. En 1993, le guide des Moustarchidines a déclaré publiquement que le Sénégal souffrait d'une crise de confiance, d'une crise de compétence et d'une crise d'autorité. Crise d'autorité, suivez mon regard, comme quoi il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Alors, des propos jugés par le pouvoir à l'époque comme un discrédit des institutions, mais également une atteinte à la sûreté de l'État. Un marabout en prison pour avoir dit tout haut ce que tout le monde pensait tout bas. Wade l'a défendu, pas seulement comme militant, mais comme avocat. Il sera lui-même arrêté dans le sillage de cette affaire lors des manifestations en février 1994 qui feront 8 morts. Alors, ce Wade-là, l'avocat des sans-voix, le défenseur des libertés, c'est celui dont le Sénégal se souvient aujourd'hui avec émotion en ce centenaire. Alors, pendant 26 longues années, dans l'opposition, son parcours est jalonné d'arrestations, d'exil, mais de défaites répétées aux élections présidentielles. Mais il est toujours revenu, il n'a jamais lâché l'affaire. Wade est revenu et ce qui fait qu'en 19 mars 2000, quelque chose d'inédit se produit sur le continent. Le Sénégal assiste à sa première alternance démocratique. Le président Abdou Diouf a reconnu sa défaite et a passé le pouvoir à Wade. Wade avait 74 ans. Et en 2000, on en retourne, c'était le moment de vérité. Wade élu en 2000 pour un mandat de 7 ans, puis réélu en 2007 pour un mandat de 5 ans, après modification constitutionnelle, bien sûr. Alors, annonce sa candidature pour un 3e mandat. Donc l'opposition et les juristes à l'époque dénoncent une violation de la Constitution. Le Conseil constitutionnel, dont tous les membres sont toujours d'ailleurs nommés par le président de la République himself, valide sa candidature. Eh bien, la rue explose. Une coalition est née, formée de partis politiques et d'organisations, qui s'appelle le mouvement 23 juin, qui a porté le combat avec qu'un seul mot d'ordre, non au 3e mandat anticonstitutionnel. Donc il y a eu des morts, le pays a tremblé. Et derrière ce 3e mandat-là, beaucoup voyaient en fait une entreprise de succession du pouvoir héréditaire à son fils Karim Wade. Donc Wade, le démocrate, comme on l'a toujours connu, voulait transformer le Sénégal en une monarchie républicaine, ce qui était dommage. Cette question de transmission du pouvoir à son fils a beaucoup entaché sa gouvernance, M. Kane. Oui, c'est, comme on dit en latin, in coda venenum, le venin est dans la queue. Malheureusement pour Wade, effectivement, c'est la fin qui a posé problème, oui. Donc qui a raté sa sortie en réalité.
Alors, parce qu'effectivement, voulant conserver le pouvoir, que ce soit par lui ou bien par une dévolution par le sang, vu le rôle qu'avait joué Karim Wade à l'époque et toute la stratégie qui était déployée pour le préparer à lui succéder. Et donc, je pense qu'effectivement, cette partie de sa vie a entaché un peu le grand Wade qui reste, un grand monsieur. Et c'est pour ça que, quelque part, il mérite d'être célébré. Merci, c'est la fin de cette première partie. On se retrouve tout à l'heure pour la seconde. C'est parti pour la deuxième partie de ce refresh et on reçoit sur le plateau la charmante Laura. Salut. Ça va? Ça va et toi? Tu as la pêche. Ah ben, toujours contente de retrouver le refresh chaque semaine. Hein. C'est cool. Mister Edito? Oui, Aminata, ravi d'être toujours là et de vous retrouver brillante, comme d'habitude, et avec beaucoup de fraîcheur. Merci, j'adore ce mot, la fraîcheur. Oui, n'est-ce comme pas, refresh. Mohamed VI? Oui, toujours beaucoup plus de fraîcheur dans le refresh. Très heureux de retrouver le plateau. Le président Samuel Eto'o, que tout le monde a une fierté de se reconnaître à travers lui, dès qu'il a été à la présidence de la Fédération camerounaise de football, il a demandé à ce qu'il y ait une fondation, malgré que lui, d'abord, il détient sa propre fondation. Oui. Mais il a dit une fondation commune qui va permettre de regrouper l'ensemble des biens, des dons, des primes, et qui est présidée par qui? Par M. Roger Mila. Donc, prenons le cas du Sénégal. Nous avons à peu près une centaine de joueurs professionnels depuis une quinzaine d'années, voire une vingtaine d'années. Et ce sont des gens qui pèsent en termes économiques. Et on leur donne des primes. La fois passée, ils ont reçu 75 millions de francs CFA, plus 1500 de mètres carrés. Mais si on partait du principe que ça fait autour de 8 milliards de francs CFA, et si c'était, disons toujours cette utopie, il se dit, ben écoutez, en contrepartie, nous avons la notoriété, nous avons la reconnaissance du pays, nous faisons partie des identités remarquables. Et en contrepartie, nous disons au peuple sénégalais, on va donner 4 milliards de ces primes-là pour qu'on mette une fondation et que cette fondation-là pourrait faire, par exemple, dans l'éducation, accompagner également dans tout ce qui est solidaire pour les anciens internationaux sportifs qui n'ont plus les moyens d'une couverture médicale, par exemple. Et puis surtout, il y a une chose. Le fait qu'il y ait des 12e Gaïndés qui ont été faits prisonniers tout récemment lors de cette CAN, ça peut être une forme de solidarité, de se dire, nous allons créer une banque microfinance à travers cette fondation pour les accompagner dans leur projet économique, pour les accompagner dans des petits fonds, même si c'est des financements de 1 à 3 millions. On peut le faire. Pourquoi on pourrait le faire? Ou bien plutôt même, pourquoi on devrait le faire? Parce qu'en réalité, qu'est-ce que c'est 4 milliards de francs sur une centaine de professionnels qui tournent autour de 100 milliards de francs CFA? C'est presque rien du tout. Mais par contre, pour ces 12e Gaïndés, le Debougui, Alekaza, certains qui ont été emprisonnés, en contrepartie, la nation vient pour dire, écoutez, nous mettons 4 milliards de nos primes pour que vous puissiez avoir des autofinancements. Déjà, si on prend le cas de Sadio Mané, il a beaucoup investi dans sa ville natale qui est Bambali. Et on voit, il y a même des stations, voilà, entre autres, des exemples comme ça. Ça serait bien de structurer tout ça et de mettre en place, comme vous le dites justement, une instance en charge du suivi. Parce que les gens de Bambali n'ont pas l'appropriation exclusive de Sadio Mané. Sadio Mané est national. C'est une fierté. Donc, du coup, avec cette fondation, si elle peut exister, Kalidou Koulibaly a la place d'accompagner de manière communautaire le village de ses parents, parce qu'il n'est pas né au Sénégal, Sadio Mané qui le fait, d'autres qui le font ailleurs, ça pourrait permettre une cause, par exemple, sur les maladies, accompagner les drépanocytaires, accompagner également les orphelinats, accompagner surtout une chose, l'éducation. Je prends un exemple. On nous dit que quelqu'un est dans un centre de formation pour faire sport-études. Arrivé à l'âge de 14-15 ans, il se blesse au niveau, et finalement, il ne peut plus faire sa passion. Il ne peut plus être professionnel. Et ça demande beaucoup de moyens. Cette fondation pourrait éventuellement l'accompagner pour faire des études qui lui permettraient d'être dans l'auto-emploi ou en tout cas d'être qualifié pour une activité professionnelle. Voilà à peu près des choses. Donner de l'argent, oui, mais nous sommes un pays qui n'est pas parmi les 20 pays les plus riches, ça se saurait. Donc, il faudrait qu'on puisse s'organiser, ne pas suivre. Et puis même d'ailleurs, notre sœur, pas notre pays frère, notre pays sœur, la France, la dernière Coupe du Monde, ils ont reçu à peu près 500 000 euros de primes. Et qu'est-ce qu'ils en ont fait?
ils ont fait des donations. Des donations où? À travers des fondations. Mais il n'y a pas une fondation comme l'a fait le président Samuel Eto'o. L'exemple de Samuel Eto'o est la preuve vivante. Il nous faut nous inspirer et non pas d'aller voir Voltaire ou d'aller voir Washington. On peut, en Afrique, prendre des cas d'exemples concrets qui fonctionnent, qui marchent, qui ont du leadership, qui est le mindset africain. Et il n'y a pas meilleure démarche que Samuel Eto'o qui propose cette fondation et qui l'exécute. Et en plus, qui prend Roger Mila, qu'un exemple aussi pour les gens plus de 50 ans, qui est à la tête. Voilà des preuves vivantes que nous devons faire et non pas toujours copier vers l'Occident. Et vous savez, ce qui est intéressant de voir avec nos professionnels, prenons la défense. Nous avons Jacobs, nous avons Niakhaté, nous avons Koulibaly, nous avons Crépin. Savez-vous combien de francs CFA ils gagnaient par mois à travers leur talent, leur destinée, leur chance? Vous pensez que ces gens comme Edouard Mendy, qui accompagne déjà, il accompagne dans le cadre de l'éducation, mais il le fait dans son secteur comme gardien. Mais il devrait le faire comme collègue d'équipe nationale et non pas chacun dans son poste. On parle d'une équipe, on parle collective, on parle inclusif pour le bonheur de qui? Du peuple sénégalais. Et c'est ça la bonne finalité. En tout cas, merci vous pour cette émission. C'est moi. On va directement au Digital Trend. C'est tout de suite avec Mohamed VI. Alors, dans le Digital Trend d'aujourd'hui, nous parlons de désinformation genrée, n'est-ce pas, Mohamed VI? Oui, désinformation genrée. C'est un perturbateur, ne l'écoute pas. On laisse passer. Alors, désinformation, oui, mais chez les femmes, notamment en Afrique de l'Ouest, on parle du Sénégal et de la Côte d'Ivoire, où 6 femmes sur 10 sont touchées par la désinformation, selon une étude d'Article 19 et de Polaris Asso, qui révèle que 61% des femmes interrogées ont été déjà victimes de désinformation genrée. Alors, ces attaques ciblent essentiellement leur apparence physique, leur vie privée ou leur moralité que leurs idées ou leurs compétences. C'est pour cela aujourd'hui on a jugé utile quand même de parler de ce sujet-là parce que les principales victimes sont des femmes politiques, des activistes, des créatrices de contenu, etc. Donc c'est très important d'en parler. Les femmes sont vraiment victimes de ce genre d'attaques sur les réseaux sociaux. Oui, c'est de l'autocensure tout simplement. Aujourd'hui, on minimise les voix, notamment celles des femmes, parce qu'on les considère comme des personnes qui potentiellement ne devraient pas prendre la voix sur certains sujets. Donc ce serait normal, légitime qu'elles soient défendues par rapport à cela. Et aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'elles ne sont pas censurées, non pas à cause de leurs compétences ou à cause des choses pertinentes qu'elles disent sur les plateformes digitales, mais on renvoie tout à leur physique, on renvoie tout aux personnes qu'elles sont, on renvoie tout à leur parcours qui potentiellement n'est pas lié aux compétences qu'elles ont. C'est vrai. Et là, d'ailleurs, on a une femme sur le plateau, Laura. Il y a beaucoup de désinformation, on stigmatise beaucoup des femmes sur les réseaux sociaux. Ça peut faire très mal. Oui, et je trouve que justement, nous, en tant que journalistes, c'est à nous de nous former. Et il existe justement des forums sur le genre qui sont organisés pour nous permettre à nous, journalistes, d'utiliser les bonnes formulations, notamment dans les milieux dans lesquels les femmes sont soi-disant moins attendues, comme certains milieux sportifs. On va avoir tendance à toujours les comparer à des hommes des mêmes disciplines, ou alors au lieu de parler justement de leur performance à elles, on va toujours aller dire qu'elle veut ressembler à un tel, par exemple. Des choses comme ça, des choses auxquelles on ne fait pas forcément attention quand on les lit, alors que nous, à notre niveau, on peut en tout cas s'en occuper dès le départ, dans notre façon aussi d'écrire, et c'est comme ça aussi qu'on va peut-être régler ce problème-là. Ceux qui font les commentaires derrière leur, comment dirais-je, leur clavier ne mesurent pas l'ampleur de tout ça, mais ça peut gâcher des vies. Oui, bien sûr, on parle maintenant d'une information qui est sexiste. Pourquoi? Parce qu'elle est orientée chez un genre. Et justement, parlant de désinformation, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de méthodologies qui sont mises en place pour contrer la désinformation, mais il n'y a pas une approche genre de ce qu'est la désinformation. Je pense qu'il y a lieu justement de prendre en compte cet aspect genre-là. Pourquoi? Parce que les femmes souffrent sur les plateformes digitales et elles ont besoin d'accompagnement pour savoir comment contrer ces phénomènes-là liés à la désinformation. Et aujourd'hui, on le sait, il y a beaucoup de sensibilisation, il y a beaucoup de formations qui sont faites dans tout ce qui est désinformation, mais il est essentiel d'ailleurs qu'elles soient orientées vers cette approche genre-là. Et ce n'est pas l'unique information. Aujourd'hui, dans Digital Trend, on parle également de ces tensions au sommet de l'État entre les différents partisans de Diomaye et Ousmane Sonko. Oui, alors des tensions politiques qui également reviennent sur les plateformes digitales. On parle bien sûr de cette séparation qui a été remarquée entre Diomaye et Sonko, les réseaux sociaux qui aujourd'hui deviennent le cœur de cette bataille narrative. Chacun y va avec ses idées, chacun y va également avec ses interprétations parce que au-delà de ce qui est vu sur les télés ou à la radio, en tout cas lorsque la presse est convoquée, il y a ces débats-là qui surviennent sur les
les plateformes digitales. Et aujourd'hui, comme on l'a dit, les réseaux sociaux, les plateformes digitales de façon globale deviennent des terrains d'expression, des terrains de liberté, des terrains de démocratie. Donc chacun aujourd'hui y va avec ses mots, chacun y va avec sa façon de comprendre les situations, mais il est essentiel d'ailleurs que les gens y vont avec tact. Pourquoi? Parce qu'il est important également de prendre en compte certains aspects qui sont liés à la protection de la vie privée, à comment les gens doivent se comporter sur les plateformes digitales, à savoir qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il ne faut pas dire, quelles sont les limites de cette liberté-là. Et c'est essentiel aujourd'hui de le comprendre. Pourquoi? Parce que ça peut être l'origine de dérives. Je pense qu'en fait, on est dans une logique. On est dans une logique. Aujourd'hui, la politique a son baromètre d'appréciation et de mesures qui sont les opinions sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, même, tu vois, certains, ils peuvent trouver une place dans la politique par leur fil d'actualité sur Facebook. C'est-à-dire que chaque jour, ils se donnent un calendrier éditorial, ils publient, ils commentent, voilà, pour se donner un profil, en fait. Maintenant, malheureusement, c'est très dommage. Je pense que tout à l'heure, notre invité parlait de ça. Le Sénégalais a cette maturité démocratique, mais aujourd'hui, les réseaux sociaux ont montré une autre facette des Sénégalais. Par leur violence, de par leur propos qui peuvent souvent blesser ou toucher. En tout cas, ce n'est pas pour rien qu'on parle de monde virtuel, parce que justement, tout n'est pas à prendre au sérieux. Oui, tout n'est pas à prendre au sérieux. Aujourd'hui, au vu des discussions qu'on a eues, il y a beaucoup à faire. Il y a énormément de choses à faire. Je ne pense pas que ça va démarrer à notre génération. Il y a les plus petits qui ont besoin justement d'être formés, d'être sensibilisés et d'avoir une évolution active sur les plateformes digitales, mais accompagnée. Alors, on parle de visibilité numérique justement des membres du gouvernement qui est devenu un indicateur de performance politique. Aujourd'hui, un ministre ou un député ou un maire, en tout cas, il est évalué autant sur sa présence digitale que sur les actions menées dans sa circonscription ou dans la structure publique à laquelle elle appartient. Aujourd'hui, les internautes, justement, ils attendent plus de transparence, de proximité et de réactivité. Mais il y a également des choses à éviter tout simplement, parce qu'au-delà de ces prises de parole sur les plateformes digitales, Facebook, X, etc., il y a un élément central, c'est la réputation qu'on laisse en ligne aujourd'hui qui constitue l'identité même de ces personnalités en ligne. Très important. Alors, il est arrivé récemment, d'ailleurs, c'est l'exemple que je vais donner, un nouveau ministre de la République qui a racheté un compte sur X. Donc, quand on rachète un compte, nouveau ou un nouveau ancien? Un nouveau. Un nouveau dernier, quoi. Un nouveau dernier, voilà. Donc, quand tu rachètes un compte sur une plateforme donnée, il est essentiel que tu fasses le ménage derrière toi. Malheureusement pour lui, il n'a pas fait le ménage en tout cas. Donc, on a ressorti des tweets qui vont réapparaître sous son nom, bien évidemment, où il était en train d'insulter. Ça, c'est le revers de la médaille. Voilà, le revers de la médaille. C'est pour cela, j'ai toujours conseillé de ne pas acheter un compte. Pourquoi? Parce que ce n'est pas pertinent. Et la deuxième chose, c'est que la communauté que tu acquiers, ce n'est pas la communauté de base que tu devrais avoir. Donc, ce n'est pas une communauté à qui tu devrais donner des informations relatives à ce que tu fais. Parce que tout simplement, l'identité qui a été construite sur base de cette communauté-là n'est pas ton identité réelle. Donc, il va falloir que toi, tu partes construire une certaine identité qui corresponde un peu à ce que tu fais. C'est pour cela qu'il est important justement de prêter attention surtout à cette réputation en ligne-là, parce qu'au-delà de nous, un peuple sénégalais ou africain, il y a également des personnalités publiques qui nous suivent dans d'autres pays. Internet n'a pas de frontières. Le doyen suggérait tout à l'heure justement de mettre un passeport, mais je pense qu'on va y aller. Elle est très importante et elle est à sauvegarder surtout. En tout cas, merci Mohamed. Merci à toi, Nata. Très intéressant comme d'habitude. Et c'est une transition vers la culture. On se lance maintenant sur la culture avec Laura et aujourd'hui c'est le théâtre à l'honneur. Effectivement, donc, comment faire revenir les Dakarois au théâtre? C'est une question que je vous pose à tous et à laquelle vous pouvez essayer de répondre. En tout cas, c'est le défi que se sont lancés les équipes du FIDAT, le Festival international Dakar Théâtre et Humour, qui est porté par la comédienne Yacine Sané, qui nous a reçus au Centre culturel Blaise Senghor à l'occasion de la 4e édition du festival qui vient de s'achever sur le thème Femmes et gouvernance. Faire renaître le théâtre à Dakar, c'est l'ambition que s'est donnée la comédienne Yacine Sané à travers le FIDAT, dont la 4e édition s'est tenue du 1er au 5 juin dernier au Centre culturel Blaise Senghor. J'ai initié le FIDAT il y a 4 ans de cela parce que nous avons remarqué un vide au niveau du théâtre à Dakar. Auparavant, il y avait le FESTAR, Festival international pour la paix, et l'initiateur de ce festival était Mako Doumeng. Il était décédé il y a 10 ans. Durant toute cette période-là, il n'y avait pas de festival à Dakar. Dans la région, ça bougeait, mais pas dans les 18 arrondissements de Dakar, je veux dire. Donc, j'ai créé ce festival et je l'ai appelé le Festival international Dakar Théâtre et Humour. Et depuis lors,
nous sommes en train de nous surpasser pour faire revivre le théâtre ici à Dakar. Et depuis lors, on en est aujourd'hui à la 4e édition, alhamdoulilah. Ce qui est un engouement par rapport à ce festival, parce que c'est un cadre de diffusion qu'on a créé ici à Dakar. Un engouement de plus en plus grand et pourtant, le festival, bien que soutenu par les autorités locales, est financé majoritairement sur fonds propres. Moi, je n'attends pas. Je me considère comme une professionnelle, parce qu'une personne ayant acquis autant d'expérience, 35 ans, ce n'est pas petit. Donc je me dis que je vais me sacrifier pour le théâtre. Parce que là, j'y vais avec mes propres moyens. J'y vais avec mes propres moyens, avec mes amis déjà. Et j'ai commencé aussi un peu dans la billetterie, l'aide à la création. Après, c'est le ministère qui vient. Ils mettent une subvention qui va de 1 million à 3 millions. Vous savez pertinemment que 1 million, 3 millions, c'est rien par rapport au festival. Mais on ne s'arrête pas. Une 4e édition qui vient de s'achever sur le thème Femmes et gouvernance. Nous avons choisi ce thème pour honorer ces femmes qui se battent pour atteindre le sommet. Ces femmes qui se battent pour avoir du pouvoir. Et ça se voit aussi dans la programmation, d'autant plus qu'on a programmé des spectacles qui sont effectivement faits par des femmes. Le théâtre a besoin d'un fond, le théâtre a besoin d'une direction, le théâtre a besoin de formation, le théâtre a besoin de tant de choses pour renaître, pour que les salles se remplissent, pour que les gens viennent au théâtre, se déplacent, parce que ça se faisait avant. Et maintenant, c'est en couture, les gens ne viennent plus. Mais on est en train de faire pour que les gens reviennent au théâtre. Si chacun de nous repart avec une couleur nouvelle dans le regard, une nuance de plus dans le cœur, alors cette scène n'aura pas été qu'un spectacle, elle aura été un commencement. Une très belle initiative quand même, et c'est très courageux d'ailleurs de sa part. Arriver à 4 éditions, c'est pas évident. Effectivement, il en faut, je pense, de la résilience, surtout dans le monde de la culture, pour pouvoir avoir plusieurs éditions d'un festival. Il y a des festivals, effectivement, qui ont des 10e éditions et autres. On se dit, mais comment ils font? Parce que quand on sait que pour être financé dans le secteur de la culture, c'est pas évident, à en parler. Hein. Peut-être un festival va coûter des dizaines de millions et la subvention que vous allez obtenir, ça va être 1 million ou 3 millions. Donc forcément, il va falloir aller sur fonds propres pour pouvoir peut-être réussir à faire quelque chose, et ils le font avec beaucoup de courage. Là, on passe à l'agenda culturel, n'est-ce pas Laura, pour ceux qui veulent sortir? Effectivement, donc ce week-end, dans l'agenda culturel, on a 3 dates à retenir, hein, comme chaque semaine. Oui. Donc on va parler de la 2e édition du festival Urban Noise du 3 au 13 juin 2026. Donc c'est cette 2e édition du Festival international des arts et sports urbains, Urban Noise, qui transforme Dakar en un laboratoire à ciel ouvert où l'adrénaline des sports urbains rencontre l'audace des arts de la rue. Et c'est un prélude incontournable, hein, bien sûr, aux Jeux olympiques de la jeunesse qui approchent, avec une mise en lumière de disciplines qui redéfinissent l'identité des villes modernes, le skateboard, le BMX, roller, le basket 3x3, le graffiti, breaking et musique urbaine. Et au programme, donc du coup, on a des résidences artistiques, des fresques murales de graffiti, des workshops sur l'urbanisme durable pour imaginer le Dakar de demain et des démonstrations de sport urbain par des athlètes internationaux. Le festival il est en cours, hein, pour ceux qui veulent y aller. Effectivement, ça reste ce week-end et ça reste également toute la semaine prochaine. Oui. Donc il ne faut pas hésiter. On a également une 2e date pour ce week-end, c'est la 3e édition du Festival international de bande dessinée Ataya. Donc c'est un programme pour les petits et les grands autour de la BD, avec des initiations à la calligraphie, au dessin, des rencontres avec les auteurs, mais également une discussion sur la BD au cœur des industries culturelles et créatives, une exposition à découvrir sur la BD sénégalaise. Et ça, c'est ce samedi 6 juin de 10h à 17h à la délégation générale Wallonie-Bruxelles à Fannes. Et enfin, on a une annonce pour cette semaine. Donc, c'est le Fonds de développement des cultures urbaines et des industries créatives qui annonce par la présente le lancement officiel de son appel à projet 2026. Donc, les candidatures sont ouvertes jusqu'au 26 juin prochain à destination des structures qui opèrent dans le domaine des cultures urbaines ou des industries créatives et qui souhaiteraient présenter un projet à caractère innovant dans son approche artistique, culturelle ou créative. Merci. Pour ceux qui veulent connaître toute l'actualité sur l'agenda, rendez-vous sur nos plateformes de Refresh. Vous aurez les bonnes informations là-dessus. Avant de fermer justement cette partie, Grand Hibou, elle a parlé de Ataya. Oui.
sous l'arbre à palabre. Oui, et surtout de montrer les personnages où il y a toute notre activité. C'est la cartographie On sociale. en parlait tout à l'heure d'ailleurs. Tout à fait. C'est la cartographie sociale. C'est des moyens de socialisation. C'est des instruments qu'il faut préserver. C'est notre identité. C'est comme un cas rapide. C'est comme pour dire Ndeysaan. Le Ndeysaan a deux extrêmes. Soit c'est totalement positif, soit c'est totalement négatif. Il n'y a pas de juste milieu. Donc le Ataya permet d'avoir l'équilibre social et puis surtout depuis l'ajustement structurel des années 80 qui a totalement déflagué notre structure sociale. Il nous reste encore ce petit patrimoine qu'il faut préserver. Et j'aime bien aussi le fait de se dire que la culture urbaine selon telle chose. Et ce sont des promotions à mettre en place. Parce qu'il n'y a pas, il me semble que même sur la fresque qui vient de sortir, je n'ai pas vu de téléphone. Il se peut que j'ai mal vu avec mes yeux très bridés. Et j'ai vu un livre, j'ai vu quelqu'un qui avait son attaya, j'ai vu quelqu'un qui était avec son lido. Ce sont des faits de socialisation. Donc, heureusement que je n'ai pas encore vu de téléphone et j'espère que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas comme Mohamed qui fait le digital. C'est déjà bien, il est en interaction avec d'autres, mais il y a des instants de pause électroniques où on est dans la cour familiale, il y en a encore très peu, mais qu'on trouve l'occasion d'échanger, de s'apaiser, de s'apprécier et d'être dans l'inclusivité. Diagne, du bon attaya avec du bon tiaf. C'est ce que nous servons chaque jour ici à la fin des Refresh, pour pouvoir prendre le temps de débriefer et de suivre l'émission. Mais c'est aussi bon pour suivre l'émission et de prendre son temps. Exactement. Pour ceux qui ne suivent pas le Refresh, croyez-moi, vous ratez. Vous ratez un grand coup de fraîcheur de l'actualité africaine. En tout cas, ce fut un grand plaisir, comme toujours. Merci également à nous. Oui, nous allons nous retrouver sous peu avec d'autres éléments encore qui vont venir. Grand-Ibou, il est toujours inspiré, toujours agréable. En tout cas, c'est très agréable de vous avoir sur le plateau. C'est la fin de ce Refresh, vous l'avez bien compris. On se retrouve pour le prochain numéro, toujours avec un grand coup de fraîcheur de l'actualité africaine.